Bonjour, donc avant que Marc Fontcave ne vous explique de façon savante de quoi il retourne, je vais vous expliquer de façon non savante de quoi il retourne. Donc Jean-Pierre Sauvage, bon, l'introduire c'est un peu difficile. Vous savez qu'il a soutenu sa thèse en 1971 et non pas en 1987 comme il est écrit sur le site web, sous la direction de Jean-Marie Laine, qui fut récipiendaire du prix Nobel de chimie en 1987 pour le coup. Et donc ça permet d'abord de souligner l'incroyable succès de l'Université de Strasbourg et de Strasbourg dans son ensemble pour la recherche scientifique, puisque Martin Karplus a aussi eu le prix Nobel de chimie en 2013. Et puis, on ne va pas oublier les biologistes, puisque Jules Hoffmann a eu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2011. Donc une ville d'excellence, hein, s'il en est. Donc le prix reçu par Jean-Pierre Sauvage a à voir avec ce qu'on appelle les nanomachines. Il l'a partagé avec Fraser Stoddart et Bernard Feringa, qui ont aussi travaillé sur la nanomachine, un petit peu d'un genre différent, je crois, les rotaxanes. Donc, alors que Jean-Pierre Sauvage a plutôt initié le champ des caténanes, si je ne m'abuse. Voilà. Donc les caténanes, ce sont voilà, hein, deux anneaux comme ça. Donc ils bougent, mais ils sont solidaires. Et avec un petit peu d'énergie, ça peut faire des machines moléculaires, les plus petites machines moléculaires existantes, et qui rappellent évidemment celles qui existent dans les tissus vivants, puisque, par exemple, les interactions actine-myosine et les mouvements le long des filaments de type neurofilaments ou microtubules sont liés à l'existence de ce type de nanomachines. Donc on peut espérer qu'à terme, je ne sais pas quand, on aura des développements pour lier par exemple des muscles à des robots ou faire une sorte de médecine moléculaire liée à des inventions du type de celles qui nous sont décrites aujourd'hui dans le séminaire. Plus récemment, je crois que Jean-Pierre Sauvage a travaillé sur des chaperons moléculaires, c'est-à-dire des molécules qui ont des cavités et qui permettent de reconstituer la structure tridimensionnelle de partenaires, en particulier de partenaires protéiques. Et là encore, on peut envisager des progrès importants dans le domaine de la médecine, puisque, comme vous le savez, beaucoup de maladies, en particulier de maladies qui affectent le système nerveux, sont liées à des changements de conformation de protéines et à la formation d'agrégats, par exemple l'alpha-synucléine dans la maladie de Parkinson. Donc c'est pour nous un immense honneur, Jean-Pierre, de t'avoir ici. C'est un grand plaisir, bien sûr. Et donc je n'ai pas besoin de décrire le titre, puisque tu m'as dit que tu ferais ta conférence en français. Mais au moins le titre est en anglais pour ceux qui ne parlent pas de français dans la salle. Voilà, merci. Bon, Alain vient de dire qu'il ne parlait pas de science, mais il parle toujours de science. Il en a parlé. Donc moi aussi, c'est avec un immense bonheur, cher Jean-Pierre, que je vais dire quelques mots à l'occasion de ta visite. Alors, même si les objets moléculaires dont il va nous parler aujourd'hui trouvent leur inspiration, en particulier dans les systèmes biologiques complexes, et je pense qu'on verra un aller-retour entre le monde vivant et le monde chimique, je voudrais quand même rappeler une réalité profonde de la recherche en sciences chimiques. Et je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas de grande découverte, il n'y a pas finalement de traduction expérimentale de nouveaux concepts en chimie sans une activité de synthèse, sans création de nouvelles molécules. Et enfin, nous sommes assez bien placés au Collège de France pour le savoir, avec nos illustres prédécesseurs, hein, bien sûr, Marcelin Berthelot, Émile Jungfleisch et d'autres. Et je crois pouvoir dire que Jean-Pierre Sauvage est un chimiste de synthèse. Et ce prix Nobel, il le doit en particulier à ses découvertes en matière de synthèse chimique inédits pour des assemblages supramoléculaires originaux dont il va parler et qui ont en effet ouvert la possibilité de nanomachines moléculaires, donc domaine qu'il continue d'explorer aujourd'hui. Et je continue moi-même à penser, et je crois que c'est le cas aussi du Comité Nobel, que le début de cette grande histoire scientifique, finalement qui n'en est qu'au début, c'est
au fond, la première synthèse de ces caténanes réalisées à Strasbourg par le groupe de Jean-Pierre, donc ces systèmes que Alain a magnifiquement décrits avec ses mains, donc ces anneaux qui s'entrelacent. Alors, cher Jean-Pierre, je voudrais juste dire une autre chose. Tu as entendu cette rengaine, mais je vais quand même le redire à quel point ton prix Nobel à la fois nous rassure et nous alerte, nous, chercheurs français. Alors, il nous rassure parce qu'il est la meilleure illustration de la puissance de la recherche fondamentale, que le comité Nobel, d'ailleurs, a bien voulu reconnaître pour ce prix particulier, c'est-à-dire une recherche libre de tout intérêt économique et une recherche dont le temps long est autorisé par le statut de chercheur permanent que tu as eu toute ta carrière, chercheur CNRS. Et il nous alerte à l'inverse aussi sur les dérives de notre système de recherche actuel, qui exprime cette idée dominante qu'il n'y aurait pas de salut en recherche hors d'un financement exclusivement sur projet, hors d'une précarité des personnels, et en particulier des plus jeunes, et d'une recherche entièrement tournée vers les applications à court terme. Voilà. Pour terminer, je veux juste témoigner de ton attachement à la vie de la communauté des chimistes français, notamment ton engagement sans faille dans les activités de la section chimie de l'Académie des sciences, où nous avons l'habitude de nous rencontrer, pas seulement de nous rencontrer d'ailleurs, et de partager souvent les mêmes points de vue sur notre discipline. Et évidemment, je suis heureux de savoir que tu as exprimé ton souhait de continuer à y travailler avec nos collègues chimistes. Je te laisse la parole. Merci Jean-Pierre. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, je voudrais remercier les deux personnes qui m'ont présenté, Alain et Marc. Je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit, bien sûr. J'ai préparé un exposé en français, mais toutes les dias sont en anglais. Et c'est un exposé qui est plutôt général. Disons, on ne va pas parler de chimie dure, il n'y aura pas de réactions chimiques compliquées, etc. Je crois que c'est plus pour vous donner une idée du domaine qui a été reconnu par le comité Nobel. Et on va parler en particulier de topologie. Ça démarre avec de topologie, voilà, et de machinerie moléculaire. Je ne sais pas s'il y a un laser de rechange, mais je vais essayer de me débrouiller avec celui-là. Pas terrible non plus. J'en ai 3 là, donc on va essayer de se débrouiller. Pardon ? Technologie internationale, je ne sais pas laquelle. On va tout d'abord débuter avec de la topologie, très très simple. Et s'il y a des gens spécialisés dans le domaine dans la salle, je leur demande de me pardonner. Disons, ça va leur paraître d'une naïveté époustouflante. Mais simplement, la topologie, c'est la science des objets que l'on peut déformer infiniment. La seule chose qui soit interdite en topologie, qui modifie les propriétés de l'objet, c'est de couper. Couper quelque chose, c'est complètement interdit. Maintenant, la topologie chimique, elle est, bien sûr, elle a trait aux molécules, principalement, ou à des réseaux. Et en topologie chimique, disons, les distances de liaison, les angles, n'ont aucune importance. On peut tirer sur les liaisons, on peut les comprimer. On peut distendre complètement les angles. Et j'ai juste pris un exemple qui est le fullerène C60. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu. C'est comme un ballon de football dont les sommets sont des atomes de carbone. Cet objet, disons dans une vision euclidienne de la géométrie, est un objet tridimensionnel par excellence. C'est un ballon de football. Mais en topologie, on peut le mettre complètement à plat. On peut le dessiner comme ceci. On va retrouver nos 60 sommets,
60 atomes de carbone. Bien sûr, on a tiré sur des liaisons, on en a contracté d'autres. Et là, on voit qu'il n'y a aucun croisement, aucun point d'intersection entre liaisons. Donc, c'est un objet qui est topologiquement planaire. Topologiquement planaire, ça veut dire qu'on le représente à plat, pas de croisement, et topologiquement, il est trivial. Alors, quelque chose qu'il est important de noter, c'est que 99,99, je ne sais pas combien de 9% des molécules qui ont été synthétisées par les chimistes ou des molécules isolées par les gens des substances naturelles sont topologiquement triviaux. Donc, leur graphe moléculaire, comme celui de C60, est planaire. Maintenant, un papier historique qui a certainement beaucoup contribué au démarrage de ce domaine, qui date de 1961. Pour la première fois dans la littérature chimique, deux chimistes, Frisch et Wasserman, qui travaillaient dans un laboratoire américain, dans l'industrie américaine d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, ont marié les deux mots, chimie et topologie. Et ils nous ont fait remarquer à la communauté des chimistes qu'il y a beaucoup de molécules qui ont un graphe planaire, par exemple un nano a un graphe planaire, mais qu'on peut avoir exactement la même séquence d'atomes, la même séquence de liaisons chimiques, et avoir une autre forme d'un objet, disons, ayant la même constitution, qui serait le nœud de trèfle. Donc ce nœud de trèfle peut être chimiquement pratiquement identique à cet objet, mais bien sûr, ses propriétés topologiques vont être différentes, puisqu'il sera non planaire. On a nécessairement 3 points d'intersection pour le représenter dans un espace bidimensionnel. De la même manière, deux anneaux, ça c'est un objet trivial, topologiquement, cet ensemble, mais si on entrelace les deux anneaux, là encore, on a un objet intéressant du point de vue de sa topologie, avec 2 points d'intersection nécessairement. Ça a été publié bien avant que ces molécules n'aient été synthétisées. Et je voudrais maintenant rendre hommage à deux chimistes, Schill et Lüttinghaus, qui travaillaient à l'université de Freiburg, à peu près 70 km au sud-est de Strasbourg, et qui ont réussi un tour de force, la synthèse d'un caténane. Donc 2 anneaux entrelacés. Ils ont réussi à fabriquer ça. Ils ont publié en 1964. Alors, il ne faut pas se tromper, c'est un travail magnifique qui est extrêmement élégant au niveau conceptuel, mais ils ont utilisé une chimie classique, chimie organique classique, ce qui signifie qu'il fallait 23 étapes pour fabriquer cette molécule. Donc, bien sûr, le rendement global à la fin était très, très petit. Et dans leur publication, ils ont publié ça dans un petit article de 2 pages. Dans leur publication, il n'y a pas beaucoup de détails, il y a toute la stratégie, disons, qui est très, très forte. Mais le travail semblait tellement difficile, voire pour certains improbable, que les chimistes ont complètement perdu tout intérêt pour des molécules à anneaux entrelacés. Voilà, pour dire les choses de manière un peu directe. Une deuxième famille de molécules était aussi discutée souvent, là encore, comme des objets hypothétiques. Ce sont des rotaxanes, rota à cause de la roue, axane à cause de l'axe, de même que là, caténane, catena en latin, qui veut dire chaîne. Donc il a fallu attendre. Le domaine est devenu un domaine, on dit en anglais dormant, aucune activité. Il a fallu attendre, alors c'est immodeste de le dire, mais la contribution de notre équipe. Alors, le comité Nobel insistait beaucoup sur une chose, c'est d'expliquer ce qu'il y a derrière la découverte. Et donc nous étions spécifiquement encouragés à expliquer ce qu'il y avait derrière la découverte, et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Quand j'ai démarré mon labo, c'était au tout début des années 80, et le domaine de prédilection de mon groupe, c'était la photochimie inorganique en liaison avec la photolyse de l'eau. Donc la photolyse de l'eau, c'était un grand projet, ça continue à être un grand projet,
essayer d'obtenir de l'hydrogène, le fuel supposé idéal, à partir d'eau et d'énergie solaire. Donc un grand projet qui va encore continuer longtemps avant que tout soit vraiment réglé. Et dans ce domaine, il y avait un complexe très populaire, une molécule très populaire, que nous avions utilisée avec Jean-Marie Lehn à la fin des années 70, quand j'étais encore chargé puis directeur de recherche dans son groupe. C'est un complexe de ruthénium. Donc c'est un complexe octaédrique qui a une très jolie couleur, donc qui est capable d'absorber une grande fraction du spectre solaire. Et dans son état excité, il a des propriétés très intéressantes de transfert d'électrons, de transfert de trous positifs, de transfert d'énergie. Bref, c'était un candidat, ou c'est encore un candidat, disons très sérieux, vers la photolyse de l'eau. Petit inconvénient, on a du ruthénium ici. Et pour ceux qui ne se souviennent pas de leur tableau périodique, le ruthénium est en dessous du fer. C'est un métal noble, c'est un métal très cher, rare et cher. Donc ce complexe apparaissait comme une espèce relativement difficile à utiliser à grande échelle et très cher. Et notre idée, à l'époque, ça a été de trouver des métaux beaucoup moins chers pour remplacer le ruthénium. Donc avec un ami américain, Dave McMillan, on a démarré un projet sur de nouveaux complexes à base de cuivre qui auraient des propriétés à l'état photoexcité très intéressantes, rappelant celles du ruthénium tris-bipyridine. Donc voici une photo récente de Dave McMillan qui a passé 1 an en année sabbatique à Strasbourg. Et nous avions préparé cette molécule, qui est une molécule qui paraît très simple, qui en fait était nouvelle au moment où on l'avait préparée. Et David McMillan était un spécialiste des complexes du cuivre. Donc quand il a vu cette molécule, il a été très, très excité. Il a dit, voilà, on va démarrer une collaboration. Vous allez faire les complexes de cuivre et nous allons faire toute la photophysique, toute la photochimie aux États-Unis à Purdue University. Donc on a préparé ce complexe avec cette molécule-là, c'est la même que celle-ci, très simple. On obtient une espèce telle que celle-ci, rouge foncé, qui a des tas de propriétés très excitantes. Donc ça a donné, disons, des travaux très intéressants en liaison avec la photochimie inorganique et même la photolyse de l'eau. Maintenant, si on regarde ce composé, on se rend compte qu'il a d'autres propriétés intéressantes et amusantes. Si on relie ce point à cet autre point, on fabrique un anneau ici. Si on relie ce point à cet autre point, on fabrique un autre anneau ici. Et quelle est la particularité de ces deux anneaux? C'est, comme Alain l'avait montré, qu'ils sont entrelacés. On fabrique un caténane. Ça paraît tout bête, hein? Disons, mais c'est un petit peu l'origine de ce domaine. Donc en avant, on s'est lancé là-dedans, d'autant plus facilement qu'une grande amie avec qui j'avais fait mes classes prépa, Christiane Dietrich Buchecker, voulait changer de domaine. Elle était chargée de recherche au CNRS et elle est venue me voir. Elle a dit, voilà, Jean-Pierre, moi j'ai envie de changer. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et elle avait une compétence qu'aucune personne dans mon labo n'avait, disons au moins à ce niveau-là, une compétence formidable dans le domaine de la synthèse. Donc Marc a parlé de l'importance de la synthèse, elle est indiscutable, et Christiane était une grande synthétiste. Elle avait déjà fait une quinzaine d'années de travail de synthèse dans la sphère d'Ourisson, à Strasbourg, sous la direction de Michel Frank-Neumann. Donc on s'est dit, en avant, on a tout ce qu'il faut, on a l'idée, les complexes, et on a maintenant, grâce à elle, la compétence en synthèse organique. Donc on démarre, et alors c'est surprenant, mais on a écrit le projet le 7 octobre 1982, donc c'est un document d'ailleurs qu'on a donné au Musée Nobel,
Et en octobre 1983, on avait notre premier papier. Donc on ne peut pas dire qu'on a beaucoup sué sur le début du projet. C'était 6 mois ou 8 mois de travail expérimental. Et on a publié la première synthèse pratique d'un caténane. C'était une publication en français dans Tetrahedron Letters, qui est un journal correct, mais enfin, ce n'est pas ce qu'on appelle un High Impact Journal. Alors maintenant, je vais vous montrer la stratégie. On revient à la stratégie. Ça, c'est exactement ce que l'on a vu pour fabriquer ce complexe de cuivre qui avait des propriétés intéressantes. On part de 2 fragments organiques, on mélange avec le centre métallique, on obtient ce système-ci avec 2 parties organiques encastrées l'une dans l'autre, plus ou moins. On fabrique 2 anneaux, un là, l'autre là, et on obtient cette espèce. Bon, on verra un tout petit peu plus tard, très rapidement, la deuxième stratégie. Donc, voici les dessins. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ça date de 1983. Il n'y avait pas ChemDraw, il n'y avait pas d'ordinateur dans les labos, ou très peu. Il n'y avait bien sûr pas de logiciel. Donc le seul logiciel de dessin disponible, c'était moi, en fait. Donc Christian Dietrich faisait les molécules de manière incroyablement efficace et rapide, et moi j'essayais de suivre en faisant les dessins à langue de Chine. Donc on s'est très bien entendu. Donc on part de cette molécule, on fait cette espèce avec ces 2 ligands plus ou moins encastrés. Ça marche très bien, c'est simple. Et ensuite on continue, on fabrique un anneau ici, on fabrique un deuxième anneau de l'autre côté, en utilisant une méthodologie que l'on va qualifier de non triviale, mais conventionnelle. Ce n'est pas facile du tout. Et on fabrique, on obtient cette espèce, ce caténane, avec ces 2 anneaux entrelacés, avec un rendement médiocre, mais disons le rendement médiocre était compensé par la rapidité de la synthèse. 3 étapes. Donc en quelques semaines, on pouvait faire, mettons, un demi-gramme ou 1 gramme d'un caténane. Donc d'une certaine manière, ça a quand même changé la situation de manière assez radicale. Les caténanes sont tout d'un coup devenues des molécules accessibles, alors qu'elles étaient considérées comme des espèces complètement impossibles à faire. Alors pour ceux qui n'ont pas bien vu la stratégie, maintenant, on va revenir là-dessus. Donc j'ai un ancien étudiant qui est maître de conf à Grenoble, qui il y a 2 mois m'a fait des belles animations. Enfin, moi je les trouve belles. Donc on va repartir de ce composé et on va mélanger avec du cuivre. Le cuivre arrive, ensuite on fabrique un anneau d'un côté, on fabrique un anneau de l'autre. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien la stratégie avec cette animation? Oui. Et la deuxième stratégie, donc on va fabriquer un anneau, il est préfabriqué celui-là, et il y a une partie qui est capable d'interagir avec du cuivre, et voilà, non, je reviens, désolé. Voilà, on ajoute du cuivre, on rajoute un deuxième fragment capable d'interagir avec du cuivre, et finalement, on fabrique l'anneau. C'est la même molécule, mais cette stratégie permet de faire des systèmes dissymétriques, avec 2 anneaux différents, et on a abondamment utilisé cette stratégie pour avoir des choses plus intéressantes que ce caténane très simple que l'on vient de voir. On a pu avoir des structures aux rayons X. Donc voici la structure de ce complexe. Alors, si je la fais tourner, on voit peut-être mieux. L'atome de cuivre est en vert et la structure est très compacte, globulaire, avec des tas d'interactions pp, de stacking. Et lorsque l'on démétale, on obtient une structure qui est complètement différente, donc une véritable métamorphose de la molécule. C'est comme ça qu'on a décrit le processus dans notre premier papier là-dessus. Et voilà l'espèce que l'on obtient avec les 2 anneaux entrelacés, bien sûr, toujours, mais maintenant
disons, une structure beaucoup plus ouverte avec deux anneaux qui peuvent tourner l'un dans l'autre. Alors, ce n'est pas du tout de la machinerie moléculaire encore, mais peut-être est-ce déjà un petit peu sur le chemin. Alors, Marc a mentionné l'importance des systèmes biologiques. Et effectivement, ça nous a inspiré très très souvent. Donc, on était content d'observer que dans la nature, les caténanes et les nœuds sont absolument partout. Donc, l'ADN, quand il réplique, quand il recombine, etc., il forme des nœuds et des caténanes. Et peut-être l'exemple le plus spectaculaire, c'est celui d'un virus bactériophage, HK97, dont la capsule a été étudiée par diffraction des rayons X et qui montre des hexagones et des pentagones cycliques, bien sûr, donc des arrangements protéiques cycliques qui sont entrelacés. Donc on a une véritable côte de maille, chain mail, une véritable côte de maille qui a bien sûr une fonction. Pour les chimistes, quand ils ont vu ça, ils se sont dit on n'arrivera jamais à faire des caténanes de cette complexité. Et on va dire qu'aujourd'hui, on n'a effectivement pas réussi. Un tout petit peu de référence à des collègues qui ont travaillé dans ce domaine. Donc le groupe de Fraser-Stuttert en Angleterre, puis aux États-Unis, a proposé une stratégie très élégante, très efficace, purement organique. Ensuite, on a eu deux groupes, Chris Hunter à Sheffield, Fritz Vöckle en Allemagne, à Bonn. Ils ont utilisé des arrangements à liaison hydrogène comme template, c'est-à-dire comme éléments structurés permettant d'obtenir des caténanes. Et puis un petit peu plus récemment, Fujita a utilisé de la chimie de coordination. Et il y avait un pionnier qui, en 1981, avait déjà publié un rotaxane avec une cyclodextrine enfilée par un fil moléculaire et dont les deux extrémités étaient fonctionnalisées par deux groupements volumineux. Alors, notre labo a passé beaucoup de temps dans le domaine de la topologie chimique. Sans doute autant de temps, et il y a eu autant de travail que dans la machinerie moléculaire, et nous continuons à beaucoup aimer ce domaine. Voilà, donc ce sont juste quelques exemples d'objets dont la topologie est non triviale, qui ont été faits. Alors celui-ci, on l'a vu, 83, 4, 5, le tout début. Ensuite, les multicaténanes, ça s'est prolongé pendant des années, mais ça avait démarré au milieu des années 80. Le premier nœud de trèfle, ça a été vraiment très difficile, et ça a été le travail de Christian Dietrich Buchecker, début des années 90, et puis ensuite on a beaucoup investi là-dedans. Et l'objet sans doute le plus exotique, c'est un caténane comportant deux anneaux doublement entrelacés, qui est connu comme les anneaux de Salomon. On va maintenant discuter un petit peu de machinerie, donc d'interrupteurs, de machines. Et là encore, une référence à la biologie. Donc, Alain l'a dit avant. Disons, en biologie, les machines sont partout. Alors, on ne peut pas penser à un processus biologique important sans qu'il n'y ait intervention de machinerie moléculaire. Bien sûr, pas de la machinerie avec du cuivre et des phénantrolines, mais de la machinerie en général avec des protéines. Alors, juste deux exemples. L'ATP synthase, qui est un moteur rotatif d'une importance cruciale, puisqu'il est responsable de la synthèse de l'ATP. Et voilà, ça tourne. Il y a déjà eu un prix Nobel sur l'ATP synthase, il y a pas mal d'années. Et puis peut-être un autre exemple que moi je trouve merveilleux, c'est celui de la kinésine, qui se charge du transport des molécules synthétisées dans les cellules, donc biosynthétisées dans les cellules, pour les emmener aux endroits où la cellule en a besoin. Alors, il y a une vidéo que certains d'entre vous ont déjà vue, sans doute, qui vient de biologistes de Harvard. Et voilà, la kinésine, c'est ça. On a des microtubules là, qui sont très très longs, qui peuvent faire plusieurs microns, donc qui se replient dans la cellule.
Et la kinésine, elle a ces deux petites pattes qui sont là, que nos amis biologistes appellent des têtes, qui marchent très vite d'ailleurs sur le microtubule. Et à l'arrière, elle a un énorme sac avec les molécules qui doivent être transportées là où la cellule en a besoin. Alors si je montre cet exemple, c'est parce que récemment, il y a eu des chimistes qui ont fait des marcheurs, exactement comme ça, des molécules capables de marcher sur une espèce de rail, notamment en Angleterre. David Lee, je trouve que c'est un travail tout à fait impressionnant. Alors pour le moment, disons, le marcheur fait 2 ou 3 pas. Puis après, il sait peut-être revenir en arrière, mais c'est tout. Mais quand même, c'est un début. Maintenant, les caténanes et les rotaxanes ont ça d'intéressant, c'est qu'ils sont parfaitement adaptés à la fabrication et à l'étude de machines moléculaires. On peut imaginer qu'un anneau va glisser ici le long d'un axe, d'une station sur la gauche vers une station sur la droite. Donc ça ressemble un petit peu à un moteur linéaire de type piston et cylindre. Peut-être qu'un anneau pourra tourner autour d'un axe, donc on se dirige vers un moteur rotatif. Et ici, un anneau pourra tourner à l'intérieur d'un autre anneau, là encore, vers un moteur rotatif. Et il y a un certain nombre de groupes que l'on peut considérer comme véritablement pionniers dans ce domaine. Donc le groupe de Vincenzo Balzani à Bologne, bien sûr le groupe de Fraser Stoddart, et puis d'autres groupes très, très créatifs qui ont contribué à lancer ce domaine qui aujourd'hui, disons, occupe certainement plutôt des centaines de groupes que des dizaines. Alors, je vais maintenant vous raconter la petite histoire de notre première machine. Donc, c'est une vieille histoire, 1994, et je voudrais tout de suite, en préambule, dire que ça n'est pas un véritable moteur rotatif. Disons, les véritables moteurs rotatifs ont été créés en 1999 par 2 groupes, dont le groupe de Ben Feringa. Mais là, nous, on a plutôt un système qui subit des mouvements de pirouette et non pas un véritable mouvement rotatif. Donc, une chimie de coordination assez simple. Vous savez que le cuivre, en gros, a deux états d'oxydation, disent les chimistes, du cuivre 1+, et du cuivre 2+. Alors, ce qui est beau, c'est que le cuivre 1+ n'a pas les mêmes désirs pour son environnement que le cuivre 2+. Le cuivre 1+ est parfaitement heureux avec 4 atomes d'azote dans son environnement direct, ces 4 atomes d'azote étant disposés en tétraèdre. Le cuivre 2+, par contre, est plus exigeant et il aime bien être pentacoordonné, donc avoir 5 atomes d'azote dans son environnement, voire 6 atomes d'azote avec une distorsion Yann-Teller, disons pour les chimistes inorganiciens. Donc on va jouer là-dessus. Donc on part d'une molécule telle que celle-ci, qui est déjà un tout petit peu plus compliquée que le caténane que nous avions vu tout au début, parce que l'on a introduit un fragment ici qui comporte 3 atomes d'azote. Donc on part de cuivre 1+. Géométrie tétraédrique avec ces 4 atomes d'azote, tout va bien. On envoie la perturbation. La perturbation signifie arracher un électron du cuivre 1+, pour engendrer du cuivre 2+. Le cuivre 2+ est maintenant dans un environnement tétraédrique, puisque rien n'a véritablement bougé, mais ça ne lui convient pas du tout. Donc qu'est-ce qui va se passer? Cet anneau va tourner, le fragment à 3 atomes d'azote va remplacer le fragment à 2 atomes d'azote, et on se retrouve dans cette situation avec un cuivre 2+ lié à 3 atomes d'azote, donc avec un complexe très stable. Donc on part d'un complexe très stable, on obtient après oxydation un complexe très instable thermodynamiquement. Le système se réarrange par rotation d'un demi-tour de cet anneau. On obtient un système très stable et on peut revenir. On réduit le cuivre 2+ en cuivre 1+. Ce système est très instable, l'anneau va de nouveau tourner et on reforme, on obtient à nouveau la molécule de départ. Donc c'est très simple, ça fait quand même un mouvement de grande amplitude
Et c'est une machine qu'on va appeler pirouettante ou oscillante. Donc voici une petite animation. On part de cuivre 1+, et on a là les 3 atomes d'azote qui attendent patiemment et qui ne font rien. On arrache un électron, on obtient un cuivre 2+. Maintenant, le système se réarrange complètement. On a un système stable, cuivre 2+, pentacoordiné. On remet l'électron, etc. Et on peut faire ça autant de fois que l'on veut avec l'ordinateur, mais également avec les molécules. Il n'y a absolument aucune fatigue. Disons, on a fait ça pendant des heures et il ne se passe strictement rien de mal, ce qui est assez logique, puisque la seule réaction chimique, c'est d'oxyder un cuivre 1+ en cuivre 2+, ou de réduire un cuivre 2+ en cuivre 1+. Donc, rien de mal ne peut arriver. Alors, c'est juste pour vous, pour vous dire que au début, on avait des systèmes très lents, on était dans le domaine de la seconde, voire de la minute, mais qu'à la 5e génération, donc vous voyez, on a travaillé longtemps dans ce domaine, à la 5e génération, on est dans le domaine de la microseconde ou milliseconde pour faire tourner un anneau comme ceci, d'un demi-tour, puis encore d'un autre demi-tour, à chaque fois avec un signal électronique, cuivre 1+, cuivre 2+. Et on est dans un domaine intéressant, microseconde ou milliseconde. Quelques mots maintenant sur les travaux fin des années 90 sur des véritables moteurs rotatifs. Donc il y a eu 2 papiers qui sont parus dans Nature en 1999, l'un après l'autre, de Russ Kelly et Ben Feringa et leurs collaborateurs. Et Ben Feringa, c'était purement photochimique, et Russ Kelly, c'était chimique. Il y avait tout un ensemble de réactions, c'était magnifique, mais plus laborieux. Et donc, ce que les gens ont plus retenu, c'est les travaux de Ben Feringa. Un peu de chimie organique, maintenant, ou de photochimie organique. Vous savez qu'il y a des doubles liaisons. Quand même, je ne vais pas vous faire d'insultes. Il y a des doubles liaisons carbone-carbone. Et lorsque ces doubles liaisons sont tétrasubstituées, donc 2 substituants en haut, 2 substituants en bas, on peut faire ce que l'on appelle une isomérisation. On va changer la forme de la molécule en irradiant photochimiquement. Donc on irradie ici et on fait une isomérisation. La double liaison va se réarranger et on va obtenir cette espèce. Donc ça, c'est tout à fait classique. Disons, c'est ce que le groupe de Ben Feringa attendait. C'est tout à fait classique. Maintenant, ce qui n'est pas classique du tout, c'est que ce système-là, dans une réaction thermique, va se réarranger. La partie qui était au-dessus ici va passer en dessous, et celle qui était en dessous va revenir au-dessus. Et si on regarde bien, on a déjà fait un demi-tour. Donc on va de nouveau faire une réaction photochimique. On va irradier avec de l'UV, une lumière relativement énergétique. Ce système va tourner, on isomérise cette double liaison, on est là, et on a de nouveau une réaction thermique, 60 degrés, on chauffe, et ploup, ça remonte devant, et le méthyle qui était là va passer derrière. Donc, on a fait un tour complet. Alors, Ben Feringa explique ça de manière magnifique, en disant qu'ils s'attendaient à ça, et qu'ensuite, ils ont plus ou moins laissé la molécule dans un pot la nuit, et quand ils sont revenus, ils se sont rendus compte que ce n'était plus la même molécule, qu'elle avait continué à tourner, toute seule. Donc, ils ont continué et ils ont fait un tour. Donc, voici un autre dessin par le groupe de Balzani et Alberto Credi, qui permet peut-être de mieux voir le processus. Donc, si on regarde le long de cette double liaison, tout d'abord, cette partie est vers la gauche. Ensuite, on bascule là. Là, on tourne, c'est l'étape thermique. On refait une étape photochimique, comme ici. On continue le mouvement, et puis ensuite, on revient. Et on a fait un tour complet. Donc, c'est indiscutablement le premier moteur rotatif, au moins, mis en mouvement par la lumière et décrit en 1999 par le groupe de Ben Feringa. Alors, je voudrais également rendre hommage à Fraser Stoddart et son groupe.
dont les travaux ont été publiés exactement en même temps que notre caténane qui pirouette. Ils ont fait une navette moléculaire. Bon, une navette moléculaire, c'est très simple. On peut faire promener un anneau d'une station verte vers une station rouge, puis revenir. Alors voici le système qu'ils ont synthétisé, donc très simple. On a un anneau bleu qui est très riche en charges, il est très chargé. On a 4 charges positives, et cet anneau bleu peut interagir avec une station verte. La station verte est riche en électrons, très riche en électrons, donc on a une interaction attractive entre quelque chose qui est électrodéficient et quelque chose qui est très riche en électrons, un complexe de transfert de charge. On oxyde la station verte, donc signal électronique, et on va engendrer un radical cation qui est maintenant, bien sûr, terriblement appauvri en électrons. Donc l'anneau bleu va être repoussé, puisqu'il y a une charge positive, et il va venir s'asseoir sur la station rouge, qui est un donneur d'électrons faible, très faible. Mais là, il va attendre gentiment. Ensuite, on peut réduire la station verte, donc on réinjecte un électron, on revient à cet état et l'anneau va revenir. Donc on a un système de navette qui est piloté par un transfert d'électrons. Alors ça, ce sont des travaux qui étaient, à mon avis, très très intéressants par eux-mêmes, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'impact dans le domaine que l'on appelle molecular computing. Et disons, en particulier, les gens ont pu fabriquer des systèmes de stockage mémoire électronique avec des densités de stockage qui sont phénoménales, 10 puissance 11 bits d'information par centimètre carré. Et ceci, disons, c'est ce qui correspond à la feuille de route de nos amis physiciens ou ingénieurs du silicium pour les années 2020 ou 2025. Voilà, donc c'est quelque chose qui est prometteur. Il y a 2 points faibles. D'abord, les molécules bougent beaucoup, beaucoup moins vite que les électrons. Et le deuxième point faible, c'est que les molécules sont fragiles. Et dans ce cas particulier, une fois qu'on a fait peut-être une centaine de tours, c'est-à-dire que l'on a écrit, puis lu, puis effacé, puis de nouveau réécrit une centaine de fois, le système se fatigue beaucoup. Alors, je vais terminer avec 2 machines moléculaires de notre laboratoire. Donc, on s'est beaucoup intéressé aux muscles. Et les muscles moléculaires, les muscles striés, donc Alain l'a rappelé, ça fonctionne grâce à des filaments qui vont glisser les uns sur les autres. Donc, le filament d'actine, qui est un filament, c'est un polymère, auto-assemblé, un filament d'actine, le filament fin, et on a les filaments épais au cœur de ce petit morceau de muscle qui s'appelle un sarcomère. Et ce filament épais de la myosine a une fonction vis-à-vis de l'ATP, il est capable d'hydrolyser l'ATP. Donc lorsque le muscle se contracte, bien sûr, ces 2 plaques, les disques Z, vont se rapprocher l'une de l'autre, et les filaments rouges vont glisser vers le centre du système le long des filaments épais bleus de myosine. Donc ça consomme de l'ATP, c'est bien sûr un processus qui coûte de l'énergie quand on contraste ces muscles. Et ensuite, le système peut relaxer, les filaments vont de nouveau glisser dans le sens opposé et on obtiendra la forme relaxée du muscle. Et nous nous sommes dit, avec la synthèse que l'on connaît, et là je reviens sur ce que disait Marc, la synthèse est, dans notre quotidien, elle représente peut-être 75 ou 80% de notre travail. Ce sont souvent des synthèses terriblement complexes que je gomme toujours, ce qui est trompeur et insultant vis-à-vis de ceux qui ont fait le travail. Mais bien sûr, il faut choisir ce que l'on présente. Donc là, on a fabriqué une molécule telle que celle-ci, avec un constituant bleu foncé, un constituant bleu clair, et vous voyez que l'axe bleu clair traverse l'anneau bleu foncé, l'axe bleu foncé traverse l'anneau bleu clair, et là il y a des liens. On a connecté tout ça.
Et ce que l'on a réussi à faire avec un signal chimique, on a pu montrer que cette forme étirée, qui fait à peu près 8 nanomètres de long, va se contracter grâce à un signal chimique, un échange de métaux, pour donner un objet qui fait à peu près 5 nanomètres de long. Et on peut revenir, disons, sur une réaction très propre, on peut revenir, voilà, donc on passe de 8 nanomètres à 5 nanomètres ou 5-6 nanomètres. Ce qui, entre parenthèses, correspond à peu près au pourcentage de contraction des muscles striés des mammifères. Je vais terminer sur une petite partie qui est le travail le plus récent, disons, que l'on ait fait dans notre laboratoire. On s'est intéressé à des compresseurs ou des récepteurs, disons, que l'on peut contrôler. Alors, effectivement, inspirés par les chaperons ou les chaperonines, mais on est très, très, très loin, disons, d'être capable de comprimer ou de réparer des protéines. Très, très loin. Simplement, on trouvait que c'était un principe intéressant d'être capable d'emprisonner une molécule et ensuite de la comprimer. Voilà. Donc, pour le moment, on ne sait faire que ça. Donc, on a fait un système comme ça, qui est un peu compliqué, où c'est un 4 rotaxane, parce que l'on a 4 fragments organiques. On a 2 axes ici, et on a 2 bis anneaux. Donc, un bis anneau ici, un bis anneau ici. Et en vert, on a 2 plaques. Alors, ce sont des porphyrines, ce n'est pas essentiel. On a 2 plaques, et on peut introduire une molécule invitée, donc guest, entre ces 2 plaques. Et on va être capable de comprimer. Donc voici la molécule réelle. C'est une molécule complexe. Ça représente certainement 2 ans de travail pour un groupe de 5 ou 6 personnes. Mais en même temps, je veux dire, tout le monde a eu beaucoup de plaisir à faire cette molécule et surtout à l'obtenir. Donc on a nos 2 plaques ici. Et entre ces 2 plaques, on sait qu'on a une distance de 9-10 angstroms. On peut introduire des molécules variées, et on ne s'est pas gêné de faire ça. Et on a une structure aux rayons X, qui pour nous a été la structure la plus complexe d'ailleurs, avec une masse qui se rapproche de celle de petites protéines. Et les 2 plaques sont ici. Donc il y a des atomes de zinc, voilà, 2 plaques. Pour le moment, il n'y a rien, il y a juste des molécules d'eau, mais on va pouvoir introduire quelque chose. Et pour ceux qui aiment bien les structures aux rayons X, je fais tourner la molécule, peut-être que ça vous aide à voir ce qu'il y a. Toujours ces 2 plaques, là, des gros bouchons organiques qui empêchent que les axes ne se désenfilent des anneaux. Et voilà, donc tout va bien. Et maintenant, on va envoyer un signal chimique. Alors, il faut imaginer qu'on a une petite molécule ici. Et on va envoyer un signal chimique. Le signal chimique, ça correspond à la déméthylation de ces 4 atomes qui sont, j'aurais dû le dire ici, qui sont des atomes de cuivre. Toujours le cuivre, c'est vraiment notre métal fétiche. Donc on va déméthaler ce truc-là. Tout d'abord, dans cette animation, Jean-François présente la molécule pour que vous puissiez visualiser la forme. Maintenant, on retire le cuivre et on sait que ces 2 plaques vont se rapprocher inexorablement l'une de l'autre par des effets attractifs ou d'attraction entre ce fragment et la plaque qui est là, ce fragment et la plaque qui est là. Donc, voilà, je peux rejouer ça. Donc, les 2 plaques sont là. On a, par exemple, une 4,4' bipyridine ou d'autres choses. On retire le cuivre et la molécule va être comprimée et, bien sûr, expulsée. Mais on n'a pas véritablement changé sa conformation. On n'a pas, disons, on est très très loin de la rénaturation de protéines. Voilà, je voudrais terminer, disons, en concluant sur ce que je pense être le truc le plus important de cette récompense. C'est qu'avant le domaine des machines moléculaires, les chimistes avaient plutôt l'habitude de voir leurs molécules comme des objets statiques, qui bougent bien sûr de manière aléatoire, grâce à l'énergie thermique, les mouvements browniens, qui bougent, qui peuvent subir des petites modifications géométriques,
mais pas véritablement à des réarrangements complets, et en plus des réarrangements conduisant à de véritables moteurs, comme c'est le cas pour Feringa. Je voudrais insister sur la force des méthodes de transition. Donc nous sommes, alors on peut appeler ça chimie supramoléculaire, on peut aussi appeler ça chimie de coordination. Et ces méthodes de transition nous ont permis de fabriquer les objets en rassemblant les différents fragments dans leur environnement, et ensuite en permettant que l'on obtienne des caténanes ou des rotaxanes. Et en plus, ils ont un rôle déterminant pour procurer aux molécules que l'on a fabriquées des propriétés électrochimiques ou photochimiques qui permettent la mise en mouvement. Donc ça a été vraiment déterminant. Je voudrais juste remercier les gens qui ont travaillé sur ce domaine. C'est un travail d'équipe, hein. Je crois que ce n'est peut-être pas la peine de le redire et de le redire, mais quand même, je trouve que ça vaut la peine. C'est un travail d'équipe. On a eu des chercheurs ou professeurs de l'université qui ont travaillé avec nous à différentes périodes, jamais tout le monde en même temps, hein. Ça, c'est les plus anciens et là, les plus jeunes. Donc, c'est vraiment eux qui ont été, avec nos étudiants de thèse et nos chercheurs post-doc, les véritables locomotives de ces projets. Mes deux premiers étudiants qui ont vraiment tout de suite démontré un esprit de recherche formidable. Les caténanes et les rotaxanes, il y a eu beaucoup de monde. Et là encore, ça représente à peu près la moitié de nos activités. Voilà, Jean-François Nierengarten, Genaël Rappen, Jean Weiss, parmi les premiers et les plus créatifs, et de nombreux chercheurs post-doc. Et les machines, ça a été démarré par Aude Livoreille, et le muscle moléculaire a été synthétisé et étudié par une post-doc espagnole terriblement active et enthousiaste, Maria Consuelo Jiménez Cello, en liaison avec Christiane Dietrich Buchecker. Je voudrais remercier mon institut d'origine, l'Institut de chimie, c'est là que mon équipe a travaillé pendant 30 ans. Le CNRS, bien sûr, je le remercie aussi, même s'il m'a suggéré de prendre ma retraite à un âge qui ne me convenait pas vraiment. Mais je ne lui en veux pas vraiment. Donc j'ai eu la chance d'être accueilli à ce moment-là par deux institutions formidables, l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire, ISIS, à Strasbourg, et Northwestern University à Evanston. Je remercie la Fondation Recherche que l'on a pour la chimie, les communautés européennes qui ont toujours été très généreuses avec nous, la région Alsace qui nous a aussi beaucoup soutenus, mon ancien boss et grand ami Jean-Marie, Malcolm Green, avec qui j'ai appris la chimie organométallique et la chimie des méthodes de transition en bonne partie. Il y a eu deux profs qui m'ont beaucoup marqué. Guy Ourisson, qui était un prof que beaucoup d'entre vous sans doute ont connu, enfin les plus anciens, flamboyant, pas toujours très rigoureux, mais ce n'était pas important, mais vraiment flamboyant. Et Raymond Weiss était exactement à l'opposé. Il était d'une rigueur scrupuleuse, mais bien sûr pas aussi extraverti que Guy. Et mon épouse, mon fils qui est au premier rang là, et mes deux camarades, Fraser Stoddart, Ben Feringa. Et juste pour vous montrer qu'on s'entend bien, donc Ben, Fraser et Jean-Marie, qui étaient venus pour l'occasion à Stockholm au mois de décembre. Je vous remercie.